Bonjour à tous. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, autant que ce soit interactif. Donc effectivement, moi je travaille au sein de la filière SI et Télécom des usines de production. Donc par usine de production dans l'entreprise, c'est les barrages hydrauliques, il y en a un peu plus de 400. C'est le thermique, mais là on ferme, on garde quelques moyens, hein, mais ça c'est quelque chose qui se réduit très fortement. Et on va surtout parler du coup des centrales nucléaires, puisque c'est là où il y a la complexité, c'est là où il y a finalement le besoin de jumeaux numériques. Donc l'activité jumeaux numériques, du coup on a un programme de transformation numérique au sens large pour la production. Donc je pilote côté filière SIT ce programme. Avec les sujets, on en a déjà parlé. Il y a bien sûr du data lake et rapprocher l'ensemble des données au sein d'un data lake. Et la 3D, c'est une donnée parmi d'autres. Il y a bien sûr l'IoT, il y a l'intelligence artificielle, et on a aussi une dernière composante dont on parle de plus en plus souvent, c'est le salarié augmenté, l'intervenant connecté, etc. Voilà les différents sujets. Et maintenant, on va zoomer sur la partie jumeaux numériques. Donc, dans les caractéristiques de nos installations industrielles, ce sont des installations industrielles qui ont déjà un certain âge, qu'on a conçues dans les années 70 à 95. Donc, quand on parle d'usines de centrales nucléaires, il y a 19 sites en France. Seuls les 2 derniers qu'on a construits ont été construits avec des modèles 3D. Le reste, c'est des choses qui datent d'avant et qui ont été faits sans modèle 3D. D'où un enjeu particulier pour nous de récupération, de recréer des modèles de 3D qui soient conformes à l'existence. Ça correspond vraiment à un enjeu important pour nous. Puisqu'après, ces modèles 3D vont être utilisés pour faire du calcul, pour faire de la simulation, etc. Donc par rapport à ça, l'originalité, je ne sais pas, mais en tout cas, une des caractéristiques de notre constitution de maquette 3D de jumeaux numériques, c'est de partir de l'existant. Donc très très tôt, on a développé une filière pour partir de l'existant. Donc on part de scan laser, on parle de photos, on parle de choses comme ça. Et de là, on refait un modèle 3D. Et ce modèle 3D, on l'associe à des informations complémentaires sur les matériaux, sur les caractéristiques techniques des objets, etc. Donc pour nous, on a un chaînage complet des données terrain qui viennent de scans, qui viennent d'autres choses, jusqu'à des modèles, des jumeaux qui sont utilisés, des éléments à éléments finis, qui sont utilisés pour faire le calcul, pour faire de la simulation. En termes d'usage de nos modèles, on les utilise pour tout ce qui est préparation de chantier. Faire un chantier bon du premier coup pour nous, c'est pouvoir mettre en route une centrale plus rapidement, plus vite. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est tout ce qui est préparation de chantier, simulation de chantier. Ensuite, on est intéressé pour une certaine période, une certaine durée. Plus on fait de travaux dans la même période, plus on mettra de nouveau en route nos moyens de production. Donc c'est trouver des simulations dans tout ce qui est planification, etc., sur mettre plein d'activités, un maximum d'activités dans un minimum de temps. Voilà le type de travaux qu'on fait. On est vraiment sur l'idée de faire bon du premier coup et de diminuer la durée des interventions. Donc notre jumeau numérique, notre maquette, le modèle 3D plus l'ensemble des informations nous servent à ça. Si je prends un peu quelques chiffres de gains, clairement, on revient un peu sur la maquette en conception, les dernières centrales qu'on a faites. Quand on était avant d'avoir une maquette 3D, d'avoir un jumeau numérique, d'avoir une maquette 3D dans le premier temps, on prend un élément de l'usine qui est ce que nous on appelle la salle des machines, c'est le bâtiment industriel où là il y a l'alternateur, donc la grosse dynamo qui fait du courant. Quand on fabriquait de manière historique avant, sur les structures métalliques, 30% du budget, c'était du fortuit, de l'avenant, des choses, il fallait redémonter, on avait soudé quelque chose et il fallait faire redessouder parce qu'il y a un tuyau qui passait ou la structure métallique. Donc on avait 30% de coûts supplémentaires en avenant dans la construction d'un bâtiment comme salle des machines. À partir du moment où on avait de la 3D, un peu de calcul, etc., on est passé à 1%. Donc on voit qu'en conception, les gains sont... Et maintenant, on n'imaginerait plus les nouvelles centrales le faire sans. Sur la partie maintenance, on a aujourd'hui notre ex et notre expérience, elle est sur, il faut faire bon du premier coup, les gros chantiers compliqués, ceux où on n'est pas sûr, ceux qu'on ne fait pas souvent. Donc systématiquement, ces chantiers-là, on fait de la simulation avant pour justement trouver le bon scénario, pour penser absolument à tout au moment où on le fait en vrai. Et systématiquement, ces gros chantiers, par rapport au temps de mise en route, donc on fait quelques dizaines de chantiers comme ça par an. Systématiquement, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours de gains gagnés en redémarrage de chaque usine de production. Donc on fait ça depuis 15-20 ans. Les gains sont complètement significatifs.
Et après, on commence aussi à utiliser le jumeau numérique pour faire de la déconstruction. On va en faire de plus en plus. Et là, aujourd'hui, c'est le couplage de la 3D à des outils de simulation qui nous permet de trouver le scénario à moindre coût, puisque ça, on est dans une opération où un élément essentiel pour nous, c'est en toute sûreté, mais c'est surtout déconstruire à moindre coût. Là, un petit peu les items sur lesquels on travaille. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, on travaille depuis longtemps sur de la 3D, couplé à des codes de calcul, donc on parle de jumeaux numériques. Ça reste encore une population limitée dans l'entreprise ou avec les partenaires, dans la mesure où ce sont des ingénieurs, ce sont des experts, ce sont des gens qui font ça tout le temps. Donc on fait ça depuis longtemps, mais pour quelques dizaines de personnes, pour des opérations à forte valeur ajoutée. Notre enjeu aujourd'hui, là, immédiat, qu'on essaie de développer, c'est aujourd'hui dans les usines d'électricité, quand elles sont en route, un bâtiment réacteur, on n'y rentre pas. Donc toutes ces personnes qui préparent des chantiers beaucoup plus anodins, beaucoup plus classiques, ils n'ont pas accès à ça. C'est des technologies compliquées, ça nécessite des postes de travail surpuissants, les interfaces sont un petit peu complexes. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est comment on démocratise, comment tout à chacun qui va devoir faire une opération dans 3 mois, dans 6 mois, etc., il prend une mesure sans aller dans le bâtiment, déjà sans se déplacer, mais aussi parce qu'il ne peut pas y aller, parce que quand le bâtiment est en route, on ne rentre pas comme ça dans un bâtiment réacteur. Donc notre enjeu aujourd'hui, à court terme, c'est vraiment de démocratiser et que tout à chacun puisse voir les informations en 3D, voir les informations complémentaires qu'il y a, jouer quelques codes de calcul simples pour pouvoir vérifier qu'il pourra faire ses opérations. Donc c'est de passer de quelques dizaines d'utilisateurs à quelques milliers au sein de l'entreprise et à 30 000 plus largement, parce que EDF, une entreprise, quand on fait de la maintenance, on sous-traite énormément. Aujourd'hui, quand on fait une opération de maintenance, quand on arrête une centrale nucléaire pour l'entretenir, 80% des opérations et donc du budget, c'est fait en prestation. Donc si on donne accès, si on optimise notre processus que de nos salariés, on optimise 20% de coûts. Donc tout ce que je raconte sur la démocratisation, bien sûr on veut le faire pour nos salariés, pour les moins experts, etc., pour que tout à chacun ait accès aux jumeaux numériques, mais il faut aussi que nos partenaires y aient accès. Donc on voit qu'on a et là on a quand même des problèmes techniques encore à résoudre. Il faut que ça aille donc sur des postes de travail extrêmement classiques, voire peu performants. Donc ça, on pense que les technos d'aujourd'hui sont matures pour aller vers ça. Quand on parle de données géométriques, plus de données complémentaires, etc., on est sur des données assez volumineuses, donc il ne faut pas que ça écroule nos réseaux. Et ensuite, j'ai dit qu'on voulait donner accès à des partenaires, donc sortir de notre réseau. Donc on a un problème aussi, on a en tout cas un point d'attention particulier sur la cybersécurité, parce qu'on décrit quand même de manière précise des installations nucléaires. Donc on a ce problème, on a ce souci en tout cas de cybersécurité. Donc voilà un petit peu les points. Et donc à court terme, nos enjeux sont vraiment là-dessus, et c'est ça qu'on travaille à relativement court terme. Quelque chose que je n'ai pas vu dans les travaux d'Alexandre. Donc on est en train de travailler là-dessus, et on regarde un peu ce qui se passe et ce qui peut nous aider. On a vu des technos qui nous semblent intéressantes à regarder. C'est des gens qui travaillent sur tout ce qui est SI géographique. Les SI géographiques, ils ont des gros volumes de données, ils ont des données géométriques, ils y associent des données complémentaires, on fait de la simulation, on fait des codes de calcul. Et en regardant ce genre de choses, on a vu des solutions qui pouvaient nous aider à accélérer dans ce que je vous ai raconté sur notre souci de démocratisation. Et donc on était très focusé, centré, CAO, simulation, dans ce type de domaine. Et on s'est dit, finalement, avec les SI géographiques, il y avait des choses à faire. Il y avait vraiment des technos qui étaient intéressantes pour passer les prérequis techniques et nos soucis techniques. Donc c'est des choses qu'on regarde. Et aujourd'hui, on est en train de fabriquer un entrepôt de données où on y met toutes nos données 3D en complément de nos data lakes, nos données numériques classiques. Et typiquement, ce sont des technos de SI géographique qu'on utilise pour faire ça. Donc ça, nos travaux à court terme sont vraiment orientés, donner accès à l'ensemble de ces données à tout à chacun. On est vraiment sur la démocratisation. Et pour finir, sur le plus long terme, on est complètement sur le jumeau numérique. Je vous ai dit que dans nos programmes, on a des travaux sur les data lakes et des data scientists en interne et en externe qui commencent à travailler sur un ensemble d'analyses. Donc l'association avec données 3D, bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel sur cette partie-là. On a un programme sur de l'IoT,
et on voit nos data scientists, malgré nos dizaines de milliers de capteurs dans nos centrales nucléaires, qui nous disent mais si j'aurais besoin de telle et telle info, donc on voit que tout ça c'est extrêmement couplé, donc on voit que l'IoT pour nous c'est un moyen d'augmenter la connaissance de nos installations, j'ai envie de dire à pas cher. Classiquement, quand on veut plus d'informations dans une usine de production, on rajoute des capteurs au contrôle-commande. Rajouter un capteur au contrôle-commande, c'est des années d'études, c'est des autorisations à obtenir auprès des autorités de sûreté. Ce sont des simulations dans tous les sens pour vérifier que ça marche bien, donc c'est long et cher. Rajouter un capteur de type IoT en complément sans toucher au contrôle-commande, c'est quelque chose qui peut être extrêmement rapide et qui rapporte de l'information. On n'agit absolument pas sur l'installation, mais on récupère de la connaissance. Donc pour nous, c'est un enjeu particulier, c'est un enjeu extrêmement fort. D'où, j'ai envie de dire, une vision, alors je vais dire 2030 ou j'en sais rien, je ne sais pas ça. Effectivement, c'est de coupler à chacun de nos moyens de production un jumeau numérique avec la description 3D et un ensemble de calculs qui nous permettent à tout moment de comparer, avec un peu d'IA qui nous aide et qui compare aussi pour nous, ce qui a comme valeur mesurée au sein de nos usines, ce qui a comme valeur calculée, pour au plus tôt, grâce à des analyses d'écart, etc., pouvoir détecter qu'il se passe des choses anormales, qu'il faut peut-être aller vérifier ça et ça. Donc le jumeau numérique au sens un jumeau numérique associé en complément à chacun de nos moyens de production pour être en capacité de détecter au plus tôt les problèmes et donc de les éviter quelque part, c'est bien quelque chose qu'on a en tête et c'est bien une de nos ambitions ultimes là, à plus long terme par rapport à ce que je vous ai dit sur la démocratisation. Voilà. Des questions ? Alors moi j'en ai une. Vous parliez tout à l'heure de l'enjeu de démocratisation. Oui. Comment est-ce que concrètement justement on passe d'une dizaine de personnes qui utilisent ces technologies à plusieurs milliers et c'est sur combien de temps? Donc du coup, notre première étape, c'est aujourd'hui nos données sont disséminées. Justement, les experts ont un petit peu leur réseau, mais chacun a ses données. Donc là, l'étape, on l'a engagée, on met en service fin de cette année, un entrepôt où l'ensemble de toutes les données vont être mises au même endroit. C'est le premier prérequis, la première étape, c'est que les données, pour que plein de gens puissent y accéder, c'est qu'elles soient connues, communes et à un seul endroit. C'est le point facilitant, c'est un prérequis. Ensuite, la deuxième idée, qui va arriver en 2020, effectivement, c'est d'avoir quelques fonctions c'est de développer finalement un viewer léger, avec quelques fonctions très simples, donc une ergonomie particulièrement adaptée. C'est souvent un peu compliqué de faire des choses simples, mais là c'est notre ambition, c'est d'avoir un viewer qui va permettre d'accéder à ces données, et tout à chacun aura un moteur de recherche qui va lui permettre de rechercher les données de son site qui ont été faites, qui existent, et de pouvoir les voir, faire quelques mesures. Donc aujourd'hui, on a des outils où il y a des dizaines, voire des centaines de fonctions qui sont complexes à utiliser. Ceux-là, on ne va pas les mettre en service pour démocratiser. On va fabriquer des outils avec quelques fonctions simples qui seront faciles, simples d'usage. C'est le deuxième élément, et ça, on veut le fabriquer dans l'année, dans les 2 ans à venir. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas forcément besoin nécessairement d'avoir un programme de formation associé à cette... Alors après, par rapport à ça, on va avoir un accompagnement au changement, effectivement. Enfin, systématiquement, quand on met en place de nouveaux outils, si on veut que ça marche, effectivement, on va avoir un programme d'accompagnement au changement pour former, etc. Voilà. J'en ai pas parlé là, mais effectivement, tout ce qui est jumeaux numériques, chez nous, sert aussi, mais ça depuis un peu plus longtemps, à faire des modules de formation sur des métiers particuliers, des choses particulièrement compliquées. C'est quelque chose qui existe et qu'on a déjà et mais qu'on a aussi pareil pour des formations, pour des cas particuliers, des points particulièrement complexes. On l'a pas associé pour l'ensemble des formations. Voilà. J'en profite pour une autre question. Dans le fait d'être capable de lier toutes ces technologies, du coup qu'on parle d'IoT, de data, d'intelligence artificielle, de CAO, de PLM et autres, quelle position vous prenez dans justement le choix de tous ces outils ou toutes ces technologies? Est-ce que c'est un développement des fois interne? Est-ce que c'est les interfaces? Comment vous mariez finalement toutes ces technologies? Donc on a une logique d'architecture. Donc, pour un certain nombre de cas, quand il existe des choses déjà toutes faites, on a aujourd'hui, pour l'ingénierie, on a un partenariat fort avec Dassault et Capgemini, et on est en train de faire une solution PLM au standard du marché. Pour ce genre de choses, il existe des trucs, on ne se pose pas de questions, on achète. Enfin, voilà.
On achète et on intègre, ou on fait intégrer plus exactement. Donc là, on est sûr, quand on trouve quelque chose, on se pose, grosso modo, on ne se fait une démarche de faire quelque chose en interne que parce que ça n'existe pas ou peu pour un enjeu particulier. Il y a 2 cas où on a une démarche interne forte et d'internalisation et de maîtrise de l'activité avec une démarche qui est en pilote en interne, faite en interne. C'est ce que j'ai dit sur la démocratisation de tout à chacun, que quelqu'un dans une usine de production puisse voir un certain nombre d'informations. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs et sauf qu'on a vu des choses très similaires dans ce que j'ai dit dans le SI géographique. Donc là, on se dit on va instancier quelque chose côté SI géographique qu'on a vu dans l'open source. Donc là, on a choisi de le faire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les grands éditeurs. Et le deuxième point où on a un investissement fort en interne, c'est sur tout ce qui est data analytics, puisque là, on a jugé que on est propriétaire de nos installations, il y a un enjeu particulier sur l'installation, on est aussi propriétaire et on a un enjeu particulier à la maîtrise de nos données. On a fait le choix stratégique, parce qu'on était un peu sollicité par plein de gens qui rêvaient d'avoir nos données, de dire non, ça c'est un enjeu particulier, EDF se les garde et monte en compétences et investit autour du data lake, autour des data scientists, autour de la data analytics, parce que c'est quelque chose d'éminemment efficient pour nous et qui a une forte valeur ajoutée pour nous. Donc, grosso modo, on mixte les démarches. Quand c'est plus efficace, on essaie d'être pragmatique. Quand c'est plus efficace et qu'il y a déjà des choses et du REX. Sur tout ce qui était PLM, CAO, etc., là, on s'est très vite appuyé. Enfin, là, je vais être un peu cash sur cette partie CAO et tout ça. EDF a une démarche très proactive dans les années 90. Entre-temps, on s'est un peu endormi. L'aéronautique y a été beaucoup, tout ce qui est automobile y a été beaucoup. On essaie de récupérer au plus vite, de monter au niveau par rapport à ce qui existe. Et là, se faire aider par les progiciels, par les démarches PLM, d'assaut, etc., ça permet d'aller vite et c'est plus efficace. Donc là, on a une démarche très utiliser ce qui se fait au mieux et utiliser ce qui est disponible sur le marché nous permet d'être au standard des pratiques.